Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence virtuelle présentée par ILO Stratégie et Gestion de marque sur un sujet qui nous interpelle tous, achat local, impact de la pandémie sur la culture culinaire québécoise. Depuis le début de la crise liée à la COVID-19 au Québec, le temps est à la réflexion. Suivant l'appel du Premier ministre François Legault, plusieurs Québécois se sont tournés vers l'achat local, découvrant ainsi de nouveaux produits, producteurs et entreprises de chez nous. Aidés par diverses initiatives gouvernementales, sectorielles, corporatives ou même citoyennes, est-ce que cet élan est le coup de pouce que la culture culinaire d'ici attendait pour mieux se déployer? Discussion avec des professionnels passionnés qui n'en sont pas à leurs premières armes. Ce sont les questions auxquelles Guillaume Mathieu ainsi que son panel, donc Guillaume Mathieu, stratège de marque et associé chez ILO Stratégie et Gestion de marque, et ses invités vont tenter de répondre à travers leurs interventions. Guillaume possède plus de 13 ans d'expérience en gestion et stratégie de marque pour plusieurs marques alimentaires nationales et locales. Du côté manufacturier, il a œuvré comme chef de marque senior chez AgroPure en 2015. Il a fait partie du palmarès 30 Under 30 et de Marketing Magazine et 30 sur 30 d'Infopresse. Son point de vue singulier sur divers enjeux marketing et son leadership l'ont amené à être jury pour la dernière édition du concours Strat, récompensant les meilleures stratégies de la communication marketing au Québec, en plus d'être conférencier et ou collaborateur invité sur diverses tribunes, dont la presse, Infopresse, le Conseil québécois de la transformation alimentaire, Télé-Québec ou encore Ricardo Média. Guillaume, c'est à vous, je vous laisse la parole. Merci Xavier. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette discussion sur l'achat local et l'impact de la pandémie sur la culture culinaire québécoise. Avant de commencer, je tiens à remercier Cial Canada pour l'invitation à bâtir cette discussion et à l'animer aujourd'hui. Et merci également à Cial Canada d'avoir eu l'audace de tenir ce salon virtuel cette année malgré les circonstances qu'on connaît. Comme Xavier le mentionnait, l'achat local semble être sur toutes les lèvres ces temps-ci. Depuis l'appel de François Legault en début de pandémie, la création du panier bleu, on a l'impression que c'est un sujet qui est sur toutes les tribunes. Même une étude léger, l'étude bleue, réalisée en collaboration avec Jacques Nantel, professeur émérite de HEC Montréal, nous le démontre. Les Québécois sont au rendez-vous. 87% d'entre eux nous disent qu'acheter local aujourd'hui est plus important que jamais. La majorité d'entre eux nous disent également choisir l'option locale aujourd'hui lorsqu'elle est disponible à prix égal. Et le 2 tiers d'entre eux nous disent qu'aujourd'hui, acheter local est une source de fierté. Mais l'achat local, il n'y a pas que ça. Hein. Quand on parle de culture culinaire québécoise, c'est beaucoup plus large. C'est sur cette question-là qu'on va se pencher aujourd'hui. Pour ce faire, on a invité 3 professionnels reconnus dans leur domaine et je vous les présente à l'instant. Tout d'abord, on a Joanne Labrec, professeure agrégée au HEC et spécialiste du commerce de détail et de l'alimentation. En plus d'être professeur depuis 1991, ses recherches portent sur divers sujets reliés à l'innovation dans le secteur alimentaire, à la gestion de la catégorie de produits et principalement à l'analyse des comportements des consommateurs face à diverses catégories d'aliments. On accueille également Geneviève Vézina-Monplaisir, co-éditrice et co-rédactrice en chef du magazine Caribou. Depuis plusieurs années, elle dirige sa pratique journalistique envers la gastronomie et l'industrie agroalimentaire. Caribou, le magazine indépendant qu'elle a cofondé, se consacre à la culture culinaire québécoise. Finalement, on a le plaisir de recevoir Mireille Thibodeau, vice-présidente des achats et mise... Pardon? Tu dis bonjour? Oh, bonjour. Vice-présidente des achats et mise en marché des produits périssables chez Sauvé. En plus du Québec, depuis février dernier, elle agit aussi à titre de vice-présidente de la mise en marché des fruits et légumes au niveau national pour les bannières Sauvé et ses fruits. Bienvenue à vous 3. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Sans plus tarder, on lance cette discussion. Donc, avant de parler de l'impact de la pandémie, parce qu'on est tous un petit peu tannés d'en parler, hein, avec la deuxième vague qui est là parmi nous, j'aimerais ça qu'on revienne à la culture culinaire québécoise. Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce qu'au Québec, on a une culture culinaire? Et si oui, quelle forme elle prend? J'ai envie de te lancer la question, Geneviève, pour commencer. Le magazine, comme je disais, Caribou, qui soit cofondé, a à son cœur même la culture culinaire d'ici. Alors, j'imagine que tu as un point de vue sur le sujet. Bien, effectivement, c'est notre mission. Puis dès notre premier numéro, on s'est posé cette grande question. Est-ce qu'au Québec, on a une culture culinaire qui nous est propre? Bien, il n'y a pas une réponse. C'est pas juste la poutine qui nous définit au Québec ou le pâté chinois. On a une grande histoire derrière nous de cuisine, mais pas une histoire qui nous contraint peut-être comme les Français qui, eux, avec leur gastronomie, ont des règles très, très strictes
et sont un peu, des fois, peut-être étouffés par cette tradition-là. Donc, je dirais que la culture culinaire du Québec, elle est multiple, elle est multiculturelle, elle est variée, elle est très influencée aussi par les saisons. On a 4 saisons très définies au Québec, donc c'est sûr que ça influence le contenu de notre assiette. Et on a des chefs aussi très créatifs qui font de notre gastronomie une gastronomie qui est vraiment inventive, qui est créative, qui est encore là, comme je disais, n'est pas pris dans des dictats et se fait influencer par toutes sortes de choses et dans le fond, fait qu'on a une gastronomie unique qui mélange aussi, si on retourne un petit peu dans l'histoire, la cuisine française, la cuisine britannique, mais aussi la cuisine des Premières Nations. Donc, je vais m'arrêter là, mais pour moi, ça serait un peu comme ça qu'on pourrait définir notre culture culinaire. Ben moi, je compléterais peut-être avec le fait que la culture, c'est très dynamique. Quand on parle de culture, c'est influencé par tout ce qui se passe dans l'environnement. Puis on sait que dans les dernières années, puis ce qu'on vit actuellement, c'est pas, c'est très significatif. Donc, dépendamment de ce qui se passe au niveau évolution technologique, au niveau évolution, juste à prendre l'évolution du taux de participation des femmes sur le marché du travail. On sait que dans les années 80-90, ça a changé notre façon de s'alimenter, ce qui était disponible dans les magasins, les heures d'ouverture, la restauration, qui a une grande influence aussi, la technologie. On a juste à regarder l'impact des médias sociaux sur notre culture alimentaire, ce par quoi on est influencé, les nouveaux chefs. Donc, la culture, c'est vraiment en évolution continuelle et on continuera d'évoluer avec le contexte qu'on vit actuellement. Tu parles des réseaux sociaux. Est-ce que tu sens qu'il y a eu une différence par rapport à travers les générations? Oui. Sens-tu que la génération plus récente a une culture peut-être plus différente de ces... Il y a aussi, quand on parle de génération récente, on parle souvent des milléniums, mais les milléniums, ils partent de 35-37 ans, aller jusqu'à 20-18 ans. Et il y a un monde qui les sépare entre 18 ans et 35 ans. Donc, moi, ce que j'ai vu, on a parlé beaucoup il y a à peu près 5 ans des foodies, mais si je regarde mes jeunes à l'école aujourd'hui, les foodies, c'est comme, non, c'est passé dans les mœurs, mais c'est pas de la même façon. Alors, je dirais que ceux qui ont davantage 28-30 ans, je dirais que 30 ans et plus, c'était ce qui les distinguait, c'est la recherche de l'expérience. Puis on a vu les chefs qui ont défait les normes, je dirais, au niveau d'alimentaire, si on prend l'exemple d'un hamburger, où avant je dirais, il y a une dizaine d'années, le burger, c'était vraiment quelque chose de très simple, alors que c'est rendu de la gastronomie et on y va d'originalité. Alors, c'est une génération, là, ceux qui ont 35 et 30-35, qui ont redéfini les règles à leur façon. Alors, puis aujourd'hui, je pense que je dirais les plus jeunes, ceux qui ont entre 20 et 30 ans, avec ce qu'ils vivent actuellement, c'est sûr que ça va changer leur façon. Je vois plus de valeurs rattachées au local, à l'environnement. Alors, même s'ils vont dire qu'ils n'ont pas les moyens de payer pour ces produits-là, mais il y a une réflexion due au fait de ce qu'ils vivent actuellement qui les marque. Mireille, du côté de Sobeys, IGA au Québec, votre bannière principale, est-ce que tu sens, si on oublie la COVID, là, avant cette période que nous traversons, est-ce que tu sens que ce côté de culture culinaire est quelque chose de présent? Effectivement. Plusieurs offensives. Oui. Alors, je dirais, pour parler là, de culture culinaire, du côté détaillant, moi, ce que je pourrais amener à la discussion d'aujourd'hui, là, c'est que, évidemment, ça varie beaucoup en fonction des saisons, mais il y a un côté aussi plaisir, je dirais. Le côté d'activité de manger, en fait. Puis, un exemple qui est toujours un peu cocasse là, par rapport à ça, c'est, on peut dire ici au Québec qu'on vend 95% de la fondue chinoise au pays. Puis, c'est pas parce qu'on n'aura pas essayé d'en vendre ailleurs, mais vraiment, il y a un côté plaisir et activité de manger autour d'une table qui est typique, qu'on le voit au niveau là, des intentions d'achat. On voit vraiment une différence marquée entre ici au Québec versus nos voisins du reste du pays. Oui, vraiment. C'est un peu ancré, évidemment, là, dans notre culture que de manger avec des amis à la table, toujours en distanciation sociale, fait partie de la culture. Puis, on aime passer beaucoup de temps à la table, alors qu'ailleurs... ensemble de liqueur d'eau, ça ne sort pas de nulle part.
Ça ne sort pas de nulle part. C'est souvent une étape obligée ailleurs pour une activité versus l'activité en soi. Et le côté saisonnier est aussi super important, que ce soit au niveau des fruits et légumes, par exemple, ou même du homard. Fait que c'est la saison du homard, on se gâte. Parce que le Québécois, la culture ici, on aime se gâter, on aime essayer des nouvelles choses, des nouvelles saveurs, mais on aime aussi, évidemment, tout ce qui est saisonnier. Donc, le homard, c'est la période du homard, on se gâte avec du homard. Il commence à faire froid un petit peu, retour au fourneau, on va y aller, on va voir nos ventes exploser de rôtis de palette en magasin, puis de légumes d'ici, parce que c'est le temps des récoltes. Et on sent ces marquages-là plus forts ici que ce que tu peux remarquer dans les autres provinces. Sur certains produits spécifiques où on est vraiment en lien avec des repas longs à la table, oui, définitivement. Merci. Bon, là maintenant, plongeons dans la pandémie. Oui. Il faut en parler. Oui, Ouais, je faut en le parler disais parce d'entrée que, de jeu, on a remarqué un réel changement, un réel engouement depuis le début de la crise. Là, vous allez en témoigner dans les prochaines minutes. Est-ce que vous pensez que l'appel du premier ministre, la création du panier bleu, a créé un réel changement? Donc, je pense qu'on a déjà notre réponse en posant la question. Mais ma question est, est-ce que vous sentez que c'est encore là aujourd'hui, que ça va se poursuivre dans la prochaine vague et que ça va être pérenne dans le temps? Donc, avez-vous vu un changement? Puis là, je pense qu'on va commencer avec toi, Mireille. Là, je pense que tu as des données intéressantes de chez IGA. Puis comment vous voyez ça pour les prochains mois et l'avenir? Donc, c'est sûr qu'en entrée de jeu, je dirais que d'encourager les entrepreneurs d'ici, d'encourager les produits locaux a toujours fait partie de l'ADN de Sobeys, de IGA et de nos marchands. Donc, ce bout-là n'est pas nouveau. Par contre, évidemment, on a vu un engouement, c'est sûr, pendant la pandémie par rapport aux produits locaux, que ce soit... Puis, il faut dire aussi qu'on en a entendu parler beaucoup. Hein, c'était sur toutes les tribunes, tous les médias sociaux. Donc, c'était un petit peu le message de l'heure. Fait que je crois que les Québécois ont entendu aussi ce message-là. Donc, et nous, on a fait pendant la pandémie, en mars dernier, une belle campagne marketing qui s'appelait « Tous plus un ». Donc, l'idée, c'était évidemment d'acheter des produits locaux et à chaque achat de produits locaux, nous redonnions 10 sous aux banques alimentaires via nos marchands IGA. Notre objectif est ambitieux. On voulait redonner 1 million de dollars aux banques alimentaires et les Québécois ont répondu à l'appel en moins de 10 jours. On a atteint notre objectif. Donc, merci. Fait que c'est certain qu'il y a un engouement pour le local. Puis je pense que un peu plus loin même au niveau culture, ce que les gens ont beaucoup aimé de la campagne, c'est le côté aussi que tu redonnes aux banques alimentaires. Donc, tu as comme un 2 en 1, on va dire ça comme ça. C'est comme tout le côté d'économie circulaire où, oui, tu achètes local, mais aussi tu redonnes à la communauté. Donc, c'est gratifiant de pouvoir participer à ça. J'ai une question pour vous, Guillaume. Vous sentez un changement ou une vague d'engouement plus marquée suite à cet appel-là du premier ministre? Je dirais que oui, parce que, bon, comme tu le disais au départ, nous, c'est notre mission, c'est la culture culinaire, les produits locaux, c'est de ça. Et des producteurs locaux, on parle de ça depuis le début, mais je dirais que des fois, ça restait un petit peu dans la marge. Des fois, bon, on est peut-être aussi un magazine un petit peu plus de niche, mais on a senti avec l'appel à l'achat local, sur toutes nos plateformes, ça a explosé. J'ai comme l'impression que monsieur, madame, tout le monde a plus adhéré au message. Joanne parlait tout à l'heure que pour certains, on dit toujours, bon, acheter local, c'est plus cher, mais là, c'est quelque chose qu'on a pu quand même défaire comme idée et peut-être aussi encourager le monde à dire, ben oui, vous allez sortir un petit peu plus d'argent de votre poche pour un produit, mais ça va rayonner. En fait, il va y avoir des impacts partout dans notre économie, en fait. Fait que je pense que les gens ont compris aussi que l'alimentation locale, ça avait un impact pas juste sur le marchand chez qui tu achètes ton produit, mais vraiment sur toute une économie, puis que ça supportait aussi toute l'agriculture québécoise. Tu en parlais, Mireille, de l'économie circulaire. Est-ce que cette notion-là de prix, c'est quelque chose que vous entendez encore beaucoup du côté d'IGA, ce frein-là par rapport aux produits locaux? C'est sûr que c'est un frein, puis en même temps, il faut dire dans le contexte de pandémie, c'est aussi contextuel. Le taux de chômage est très élevé, la précarité d'emploi est là aussi. Donc, tous ces facteurs-là ensemble font qu'évidemment, le facteur prix reste présent, c'est sûr, au niveau des intentions d'achat.
Ça a toujours été le cas, hein, Oui. le prix, parce que l'achat alimentaire, c'est régulier, ça vient toutes les semaines. Et puis, quand il y a une contrainte d'argent, souvent, les gens vont réduire la qualité des produits qu'ils vont consommer pour essayer d'économiser. Moi, je reviendrai un petit peu sur un aspect local. C'est que quand on regarde au niveau des études, l'aspect local était quand même important avant l'appel du premier ministre. Oui. Et ce qu'on voyait, c'est que les gens substituaient l'achat de produits biologiques. Ils allaient vers des produits locaux parce que c'était moins cher. Et on reconnaît la qualité des produits locaux. Et ça, c'est pas juste ici au Québec, mais si on demande la même chose à des Américains ou bien non à des Français, ils vont tous dire que leurs produits locaux sont plus de qualité. Donc, ça, c'est un aspect. Est-ce que ça a changé? Ça dépend des produits. Il y a des produits pour lesquels on se bat fort pour faire comprendre la qualité des produits locaux. Je pense au vin. Là, on a la chance d'accompagner vigneron. Vous avez fait des dossiers spéciaux aussi. Il y a moins de on a d'excellents produits ici. Il y a moins de tradition. C'est ça. Mais je dirais que dans l'ensemble, ce que ça a changé aussi, c'est la sensibilité par rapport à la prise de conscience de l'importance de l'autonomie. Donc, l'importance de supporter nos producteurs. On a été aussi sensibilisés aux conditions de production ici, à savoir qu'il y avait des structures de coûts, puis c'était pas toujours facile pour les producteurs. Donc, il y a comme un rapprochement qui se fait, une plus grande sensibilisation de toutes les implications de ce secteur-là par rapport à la consommation, mais aux conditions de vie aussi de ces gens. Puis, je vais faire un petit pouce sur cette notion-là de prise de conscience. Est-ce que ça donne l'impression que cette prise de conscience-là va rester imprégnée chez les gens, puis va faire du millage sur le long terme? Ou le travail est encore énormément à faire pour faire comprendre aux gens l'importance d'acheter local? Moi, je pense que c'est quelque chose de profond là, qui est en train de s'instaurer, parce que si la pandémie si on avait eu le confinement pendant 6 semaines, puis après ça, on retournait à nos habitudes, mais ce n'est pas le cas. Donc, on ne sait pas quand ça va se terminer. Donc, ça fait quand même plusieurs mois, 8-9 mois qu'on est là-dedans. Et l'impact que ça a juste au niveau, on n'a pas parlé de restauration, mais la relation avec l'alimentation, que ce soit au niveau d'achat de magasins, de la restauration, nos habitudes au sein de nos familles, il y a quelque chose de profond qui est en train de se passer. Et je pense qu'effectivement, ça va avoir un impact. Et l'impact local va continuer de s'accentuer. C'est ma perception. J'ai envie de vous lancer la question. Oui, j'ajouterais quelque chose par rapport à l'autonomie. On l'a vu, tout le monde a fait des jardins cet été, tout le monde s'est mis à faire des conserves, il y a eu une pénurie de pots maçons. Donc, ça, je ne peux pas croire que ça ne va pas rester. Quand tu as fait pousser ta tomate, puis là, finalement, elle se fait manger par un écureuil. Puis après, tu vas à l'épicerie et tu vois l'abondance, tu fais, ben voilà, OK, c'est précieux, là, tu sais. C'est vrai que dans les épiceries, on arrive, les étals sont toujours pleins, mais il y a toujours quelqu'un qui l'a cueilli, cette tomate-là. Là. Ben oui, c'est ça. Je pense que le fait de s'être mis les mains un peu plus dans la terre, d'avoir aussi, comme tu disais, beaucoup d'avoir parlé de la condition des gens qui travaillent dans les champs, je pense que ça va être périn. Puis de transformer ces aliments aussi, est-ce que ça va se voir aussi dans un impact dans les épiceries? Je ne sais pas, que les gens vont eux-mêmes commencer à faire leurs conserves. Je pense que les gens vont encore en acheter à l'épicerie, mais il va y avoir quand même des petites choses qui vont changer. C'est comme une éducation qui s'est faite de manière naturelle. Oui, puis qui est comme un retour aux sources, là, tu sais, dans le fond. Je dirais de manière forcée. Oui, de manière forcée, effectivement. De manière forcée, tout à fait. Ce côté-là éducationnel chez Sobeys, c'est quelque chose que vous faites aussi, là, les capsules avec Christian Desjardins qui vont rencontrer des producteurs, tout ça. Vous faites des trucs avec la table des chefs et tout ça. Quel rôle ça joue dans la culture culinaire et dans la prise de conscience sur l'importance de l'achat local? Bien, en fait, c'est ça, c'est l'éducation en soi, je pense que c'est quelque chose de collectif, mais c'est aussi individuel. Tout le monde a son rôle à jouer à l'intérieur de cette chaîne-là d'éducation, que ça passe par en tablette de bien reconnaître les produits locaux ou vraiment d'aller à la base, comme vous parliez tantôt de l'association avec la tablée des chefs. On aide les enfants, les jeunes à la base avec la tablée à comprendre le plaisir de bien manger, comment bien manger, de bien choisir ses aliments. Bien, ça fait toute partie là, de cette éducation-là. Puis, si la tablée elle a un objectif ambitieux d'aller voir, d'être capable d'être dans 50% des écoles d'ici 2 ans. Donc, si on est capable d'aller parler à ces jeunes-là, bien, c'est sûr et certain que ça aussi, c'est un mouvement
qui continue, puis qui va nous aider à atteindre, ou du moins à continuer à travailler en termes de l'autonomie alimentaire, mais aussi en termes de bien choisir ses produits. Pourquoi choisir des produits d'ici? C'est quoi la différence entre cette tomate-ci et une autre, par exemple? Bien, tu parlais après de la deuxième vague. Je rajouterais qu'après ça, est-ce que ça va durer? Là, tout le monde faisait son pain. Est-ce que tout le monde va se remettre à faire son pain dans les 28 prochains jours? Je ne le sais pas. C'est ça aussi. Il y a des choses qui vont perdurer, mais il y a quand même des choses qui c'était comme un peu le momentum de cette période complètement qu'on n'avait jamais vécue. Oui, c'est ça. Fait que ça, je n'ai pas la réponse, mais je me demande... Mais même si on n'y retourne pas, on a pris conscience de l'effort qu'il y avait derrière un pain. Tu sais, juste ça peut avoir un impact éventuellement sur le gaspillage alimentaire et tout ça. On s'éloigne un peu de la culture culinaire, malgré qu'on en fait partie. Mais on revient au plaisir de cuisiner aussi. Fait que ça, je crois que la pandémie a mis ça beaucoup de l'avant. Le plaisir de cuisiner, puis de justement, là, c'est un bon moment pour faire de la découverte, pour essayer des nouvelles choses. On peut faire moins d'activités, donc à ce moment-là, pourquoi ne pas cuisiner? Peut-être pas nécessairement tout retourner dans les fourneaux pour faire du pain, peut-être que oui, mais le moment est là pour ça. Ce que j'ajouterais là-dessus, c'est qu'une des prises de conscience qui a été faite aussi, c'est l'importance de la santé. Et on sait que cuisiner à la maison, on contrôle davantage ce qu'on mange. Donc, dans l'idée de faire son pain ou de cuisiner à la maison, il y a une prise de conscience, il y a une valorisation davantage de la santé qui était très présente, mais là, qui devient... Et puis, on sait que l'alimentation est quand même un facteur important là, dans l'aspect général de la santé. Donc, ça va avec le produit local, encore une fois, parce qu'il est perçu comme étant plus santé. Plus santé, parce qu'on sait qu'on n'utilise pas nécessairement, au niveau de Santé Canada, ce n'est pas les mêmes pesticides qui sont autorisés ici qu'en Chine, par exemple. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi là, qui est important. Bon point. On parle beaucoup d'achat local depuis tantôt, on parle beaucoup des produits, mais tu sais, la culture culinaire d'un endroit passe aussi beaucoup par ses créateurs, ses producteurs, ses transformateurs, les distributeurs, mais les chefs, les restaurateurs, pour qui on a une pensée immense en ce moment. Là, by the way, on pense beaucoup à vous. Est-ce que pour ces gens-là, donc on met un petit peu de côté les 28 prochains jours, mais sentez-vous que cette culture culinaire-là, c'est quelque chose qui porte à bout de bras, ou il profite d'une tendance qui est passagère, où vous sentez vraiment qu'il y a un réel engouement présentement, puis c'est un mouvement de fond de ces créateurs-là. Là, on a parlé beaucoup des consommateurs, là, mais de ceux qui jouent un rôle actif de nous amener ces produits-là de la terre jusqu'à la table en restauration. Ben, moi, je peux peut-être y aller. Je pense que c'est un mouvement de fond. Ce n'est pas nécessairement qu'ils profitent de la situation, parce que déjà, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait plusieurs chefs qui avaient même leur propre potager puis qui utilisaient leurs propres légumes pour s'assurer de la qualité. Donc, il y avait quand même une tendance importante dans le local plutôt que d'acheter des produits qui viennent de plusieurs endroits à travers le monde. Donc, il y a cet aspect-là. Puis, ce qu'il faut remarquer, c'est jusqu'à quel point cette industrie-là a su se retourner pour essayer de trouver une façon de survivre aussi avec les mets prêts à cuisiner chez soi ou à manger. Et puis ça, je pense que c'est aussi une variable, là, un facteur qui va perdurer, l'idée d'aller acheter au restaurant puis de cuisiner à la maison. Donc, quelque chose aussi à ce niveau-là pour lesquels les restaurateurs, les chefs ont joué un rôle très, très important. Beaucoup dans la découverte des produits. Là, après, je suis sûre que tu vas aborder dans le même sens, mais des produits plus de niche, qui ont des moins grandes consommations. Les chefs ont été des pionniers, ils nous ont fait découvrir des aliments qu'on n'avait jamais mangés avant, qu'on n'aurait peut-être même pas osé cuisiner chez nous, qu'on n'aurait peut-être pas retrouvé à l'épicerie avant. Donc, je pense que l'influence des chefs et même... Ce que, Joanne, tu disais, oui, des chefs qui ont des potagers, mais des chefs qui ont décidé que eux, c'était leur message de dire, moi, je cuisine que des produits locaux. Je pense à John Winter Russell, au Candide. Quand tu fais un statement, puis c'est ça, c'est quand même quelque chose. Puis je pense qu'après ça, ben, ça l'influence beaucoup de gens. Puis c'est sûr qu'on parlait des réseaux sociaux aussi. Après ça aussi,
j'imagine que même pour les épiceries, tu sais, si tu vois, il y a un produit qui va être utilisé par plusieurs chefs, je suis sûre que les gens après Évidemment. se Ah oui. Et c'est mieux d'en avoir sur tes tablettes. C'est Hein? ça. Tout à fait. Est-ce que vous en avez? Non, mais c'est tout à fait vrai. Oui, l'effet Ricardo aussi. Effectivement, c'est sûr que lorsqu'on parle d'un produit dans les médias, sur une plateforme quelconque, les gens vont vouloir le retrouver puis vont vouloir l'essayer. Ça vient avec l'idée, tu sais, on disait tantôt, le consommateur aime la découverte. Donc, il suffit qu'on parle de la Camerise. Pour prendre l'exemple de la Camerise, si les restaurants commençaient tous à travailler avec ce produit-là, il y aurait une demande de plus en plus grande pour un produit comme ça, qui éventuellement arriverait dans nos magasins. On a déjà de ces produits-là, mais ce n'est pas un produit de masse, par exemple, parce que c'est un produit qui est plus niche avec une courte durée de vie. Mais plus la demande est là, plus il va y avoir des producteurs qui vont vouloir faire ce produit-là, puis évidemment, on va le retrouver. C'est l'œuf ou la poule, c'est-à-dire que si une bannière comme IGA ne s'engage pas à acheter la production, est-ce qu'un producteur va produire? Et comment on change cette poule-là? Bien, en fait, c'est ça. Les tendances, il y a plusieurs tendances, en tout cas, on en parlait tantôt, qui arrivent et qui émergent en restauration qu'on retrouve chez nous. C'est rendu normal de trouver des sushis en épicerie. De manger du tartare, de retrouver ces produits-là en épicerie. Et si on arrive avec des produits, on parlait tantôt justement de la Camerise, on en retrouve aussi en épicerie. Par contre, c'est un produit qui est très fragile, qui a une très courte durée de vie aussi, puis qui est avec une période de 3-4 semaines de production. Donc, évidemment, ça devient un peu plus difficile d'en trouver, mais c'est toujours tout de même disponible. Donc, évidemment, notre rôle, nous, comme détaillants, c'est d'avoir ces produits-là en tablette puis de répondre à nos consommateurs. Puis je dirais même que le côté distinctif ou disons qui est bien, qui nous distingue chez IGA, c'est que nos marchands propriétaires ont ces contacts-là aussi dans leur communauté avec les maraîchers locaux. Ils peuvent retrouver, prendre entente avec ces gens-là puis avoir ces produits-là dans leur magasin. Donc, on est aussi capable de trouver ça un peu partout. En tant que consommateur, il faut le demander. Là, on peut le retrouver, mais on peut aussi le demander. Demandez ce que vous voulez à votre épicier et vous allez le trouver. Ça, c'est ça. En discutant avant cette discussion-ci, on a parlé aussi des poissons du Saint-Laurent. Là, je pense au mouvement de manger notre Saint-Laurent de Colombe-Saint-Pierre et tout ça. Trouver des poissons du fleuve en épicerie, ça se peut? Ça se peut, tout à fait. En fait, tout est une question de demande, mais c'est aussi une question d'offre. Hein? Fait que, entre un grand réseau de 300 magasins et avoir les produits dans un seul magasin, il y a une grande différence. Donc, évidemment, nos magasins, c'est des marchands propriétaires indépendants de chacun des GA. Ils ont cette latitude-là, puis ils ont ce désir-là d'être au-devant des consommateurs, puis d'avoir ces discussions-là avec les producteurs locaux de leur région pour avoir ces produits-là dans leur magasin. Et j'ajouterais peut-être, moi, là-dessus, pour compléter, c'est que là, on parle des grandes chaînes, mais je dirais dans tout ce qui est culture, puis de faire connaître des nouveaux produits, il ne faut pas oublier les producteurs, mais les marchés publics, puis les circuits courts, parce que souvent, ça va commencer petit, et puis graduellement, bien, ça va entrer au niveau des chaînes, mais la porte d'entrée des plus petits joueurs, que ce soit les producteurs ou les transformateurs, c'est souvent la petite épicerie spécialisée ou bien non le marché public. Graduellement, ils se font connaître qu'il y a assez de volume pour être capable de distribuer dans la grande distribution. Mais tout ça, il ne faut pas oublier le rôle au niveau de la culture, je dirais, alimentaire, culinaire. Bien, il y a les producteurs et les transformateurs qui jouent aussi un rôle important, les petits. C'est un bon point. Oui. Puis après ça, on parle de Ricardo, mais lui aussi, il faudrait qu'il y ait des recettes où il cuisine un poisson du Québec et peut-être pas... un margousier. Oui, mais tu sais, dans le fond, ça va dans la saison. C'est sûr que si on a une recette de saumon mais où on fait... à la place, on fait une entrée de bourgogne, bien là, c'est sûr que les gens vont peut-être vouloir aller essayer de faire une entrée de bourgogne, ou même nous, comme Média Caribou aussi, de faire connaître plus ces produits-là, parce que ça peut être intimidant. On sait tellement quoi faire avec un saumon, mais il y a d'autres poissons qui peuvent bien être intimidants. Et si on les voit dans l'étagère, on n'osera pas l'acheter. On parlait qu'il n'y a pas juste les épiceries, mais il n'y a pas juste les marchés publics non plus, il y a aussi toutes les
service de restauration des institutions. Je sais que tu es impliqué au niveau de la coop chez HEC Montréal. C'est quoi la place que vous laissez aux produits locaux ou aux produits locaux? Je dirais que Coop HEC, les gestionnaires sont très avant-gardistes et ça fait déjà quelques années qu'on a privilégié l'achat local. Donc, pour faire partie de notre communauté, encourager au niveau des nouvelles tendances aussi, que ce soit avoir une empreinte écologique la plus faible possible, donc varier les menus. Aller dans les tendances, on parlait de culture, mais si on n'a pas parlé de végétarisme ici. Alors, toutes ces nouvelles diètes-là qui font partie de plus en plus de notre culture alimentaire, et c'est quelque chose qui est très important. Puis vous avez eu ce leadership-là au HEC, mais est-ce que tu sens que dans les autres cafétérias d'institutions, c'est le cas ou le gouvernement devrait, à un moment donné, s'impliquer davantage? Je pense que c'est fait. Puis, il y a eu des annonces, mais c'est pas encore... Mais je fais juste penser à l'hôpital Sainte-Justine, qui, il y a quelques années, a privilégié l'achat local, mais l'achat biologique aussi. Oui. Donc, puis là, je pense que ça fait longtemps qu'au niveau des producteurs, des transformateurs, on essayait d'avoir cette politique de favoriser l'achat local, parce qu'il y avait souvent le coût qui était le premier critère de sélection. Alors que là, parce que le coût n'est pas toujours synonyme de meilleure qualité non plus. Alors, c'est important la décision qui a été prise, la nouvelle orientation pour tout le secteur institutionnel. En fait, justement, ils ont fait l'annonce dans le cadre des journées des institutions Mange locales organisées par Aliments du Québec au menu. Donc ça fait plusieurs années qu'eux travaillent justement avec Sainte-Justine et tout ça. Puis eux, ce qui fait les problèmes d'approvisionnement duquel tu parlais, bien, eux, ils peuvent aider justement les institutions dans l'approvisionnement parce que c'est toujours ça aussi, c'est les coûts. Quand c'est des institutions publiques aussi, c'est les appels d'offres. Donc, il faut y aller avec le produit moins cher. Donc, effectivement, la nouvelle stratégie, j'espère qu'elle va permettre ça parce que c'est un peu ridicule que dans nos hôpitaux, on ne puisse pas manger local. Il y a Normand Laprise qui le dit sur toutes les tribunes. Pourquoi qu'on ne mange pas du cerf d'Anticosti? Pourquoi qu'on ne sert pas cette viande-là plein de fer et de bons nutriments aux gens dans nos hôpitaux? Tu sais, c'est un non-sens. Il y a beaucoup de produits comme ça qu'on pourrait exploiter davantage. Puis, si ça commence par les institutions, mais après, ça fait des petits. Donc, il y a quand même... C'est encourageant de voir qu'il y a toutes ces initiatives-là qui font qu'on a vraiment envie de s'approvisionner chez nous. C'est pas négligeable. Pourquoi c'est pas plus ancré en nous? Un reportage que j'avais vu, je pense, à l'émission L'épicerie, qui nous parlait de ce qui se passait au Danemark, qui nous montrait ce que les jeunes mangeaient dans les écoles, puis ce que les personnes âgées mangeaient dans les centres de personnes âgées ou dans les hôpitaux. Puis c'était clairement ancré dans leur culture, leur fameuse tartine et tout ça. Mais ici, tu vas me dire que le steak un peu trop cuit avec la boule de palate télé, ça fait partie de la culture culinaire du Québec peut-être, mais pourquoi on n'a pas ça plus en nous? Je pense que c'est une question de sensibilisation, puis c'est une question de prix aussi. Oui. Parce que, je ne veux pas, comme on le disait tout à l'heure, l'achat d'épicerie, ça revient à toutes les semaines. Et puis quand vous avez 2 adolescents, 3 adolescents à la maison, la facture est assez élevée. Et on dépense beaucoup pour l'alimentation. Et surtout, là, on voit des augmentations de prix qui sont significatives. Alors, cet aspect-là, l'achat local est important, mais il faut qu'il soit accessible, le produit soit accessible en termes de prix pour bien des gens. C'est sûr qu'il y a des clientèles qui sont favorisées. Là. Mais en ce moment, le gouvernement nous parle beaucoup d'autonomie alimentaire. Oui. Donc, est-ce que tu as un point de vue sur quel rôle il devrait jouer davantage? Je sais que c'est un dossier à multiples facettes. Oui, mais ça, c'est important, l'autonomie alimentaire, parce que je pense qu'on a des défis qui s'en viennent au niveau environnemental. Mais encore une fois, c'est parce que quand on parle, on généralise. Et si on pense aux plus démunis qui, pour eux, ont déjà de la difficulté, puis on parle de produits, souvent quand on parle de produits locaux, en tout cas, dans la tête des consommateurs, c'est souvent les fruits et légumes. La première étape, c'est les fruits et légumes. Après ça, on y va avec d'autres facteurs. Mais il y a un coût là, pour s'approvisionner local. Donc, ça dépend de... Je pense que l'idée, c'est que plus les gens vont acheter local, plus la demande est grande. À ce moment-là, souvent, il y a une réduction dans le prix. C'est une question d'équilibre offre et demande. Donc, cette sensibilisation-là est importante. On l'a vu dans les produits biologiques. Au départ, les produits biologiques, et eux, c'était des innovateurs
produits biologiques qui sont c'est une notion qui passe dans notre culture de plus en plus. C'était très dispendieux. Alors que graduellement, j'imagine les que quarts vous de prix voyez, ont diminué à travers le temps. Puis comme tu dis, c'est vraiment une question d'offre et de demande. Plus qu'il y a de demande, bien évidemment, ça joue sur la production. Puis plus qu'il y a de production, à la fin, ça a un impact sur les prix. Donc évidemment, il y a tout un côté d'éducation. Puis je pense qu'en contexte de pandémie comme ça, si on parle là, vraiment là, de remettre sur le dossier de l'autonomie alimentaire en premier plan, c'est vraiment important. On a tous un rôle à jouer. Oui. Le consommateur, en termes d'éducation, nous aussi, en termes de détaillants, on a un rôle à jouer. Les gouvernements ont un rôle à jouer. Donc, oui. Non, mais en fait, ma question à vous trois, sentez-vous que si on n'avait pas passé à travers les derniers mois puis cette crise-là, on aurait cette discussion-là? Je sais qu'on parle déjà d'achat local, mais là, on parle beaucoup d'autonomie depuis quelques minutes. Est-ce que le gouvernement aurait amené ces dossiers-là à la table? Vous n'avez pas l'air... moi, si je pense à ce qui est fait, là, c'est à une échelle plus petite que la grande chaîne. Si on regarde des plateformes de vente directe aux consommateurs comme Maturin, qui a eu un bon support de la part gouvernementale, qui est en train de se développer, qui est une offre de produits québécois essentiellement, des produits nichés. Donc, c'est une belle fenêtre pour présenter nos produits, des produits de qualité, des produits variés, et ça se développe beaucoup. Donc, il y a cet aspect-là qui est en train aussi... Il y a la politique bioalimentaire qui avait un peu comme partie de base, si je peux dire, mais je pense que la pandémie a peut-être joué un peu le rôle d'accélérateur pour vraiment mettre le doigt sur l'autonomie alimentaire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans l'autonomie alimentaire, pour pouvoir aussi échanger avec les autres pays, il faut accepter, pour pouvoir nous exporter, tu sais, on a des produits comme le porc, le sirop d'érable, qui sont des produits qu'on exporte beaucoup, puis pour pouvoir les exporter, il faut aussi, d'une certaine façon, aussi, nous, il faut qu'on en importe aussi. Fait il y a tellement, le milieu de l'alimentation puis de l'agriculture, c'est tellement régenté, tout ça, que oui, là, il y a les choses bougent, mais il y a des, les piliers du temple là, commencent à bouger un peu, mais il y a des choses qui sont ancrées, des façons de faire. Il y a la gestion de l'offre aussi, ça ne bougera pas d'ici demain matin. Fait qu'il y a des choses comme ça, peut-être pas le mot institution est le bon, mais des choses comme ça qui pourront... Oui, peut-être que la pandémie va avoir un peu ébranlé ça, mais c'est pas demain matin. C'est sûr que c'est sûr que je dirais que malgré... Aujourd'hui, on parle de local, mais le côté alimentaire, c'est international, c'est mondial. On ne peut pas se dissocier, à ton point, de ce qui se passe ailleurs dans le monde pour parler du porc du Québec. Parce que ça a une incidence, qu'est-ce qui se passe en Chine avec les maladies porcines, sur le porc au Québec et le prix du porc au Québec. Fait que tout est interrelié. Donc, c'est important, évidemment, de tous les acteurs qui jouent au niveau alimentaire, d'avoir cette conscience-là, puis de savoir que le consommateur local va être encore là demain, puis qui c'est pas contextuel. Donc, à quelque part, ça, c'est le genre de discussion que nous, on a de notre côté avec tous ces transformateurs-là. Puis de l'autre côté, je dirais qu'en lien avec, est-ce que la pandémie accélère le côté d'autonomie alimentaire? Je dirais un peu à ton point, puis à ton point aussi, Joanne, oui. Nous, comme détaillants, on supportait certaines startups qu'on supporte encore aujourd'hui, qui ont des super bonnes idées pour de l'agriculture verticale, par exemple, que ce soit un produit comme Fraises d'hiver ou la boîte maraîchère. C'est des gens aujourd'hui qui ont eu la chance d'avoir le gouvernement en arrière d'eux dans la pandémie pour faire de l'expansion. Donc, c'est des gens qu'on travaillait déjà avec eux, qui aujourd'hui ont eu ce coup de pouce-là additionnel parce que, nous, on a pris l'engagement d'acheter l'entièreté de ce qu'ils vont produire. Donc, ayant quelqu'un comme nous qui va tout acheter, bien, ils n'ont pas de risque à justement se présenter et être capable d'augmenter leur business. Donc, c'est sûr et certain qu'on a tous un rôle là-dedans à jouer, mais c'est sûr qu'il se passe des choses aujourd'hui qui vont avoir des répercussions importantes dans le futur.
Je compléterais peut-être. Oui, un dernier petit point avant la conclusion. Au niveau, pour compléter ce que tu disais, c'est qu'il y a des ententes internationales. Hein. Alors, ces ententes-là sont très importantes au niveau alimentaire, ont des grosses répercussions. Puis oui, valoriser l'autonomie, mais il faut s'entendre qu'on ne sera jamais autonome à 100%. Puis on a besoin du monde, on a besoin, je dirais, de s'approvisionner à différents endroits, que ne serait-ce à cause de notre climat. Donc, oui, aller vers une proportion plus forte d'autonomie, mais il ne faut pas oublier qu'on a besoin de s'approvisionner ailleurs, mais aussi on est dans plusieurs productions, on est en surplus, donc on a besoin d'exporter aussi. Alors ça, il ne faut pas non plus négliger cet aspect-là. C'est bon, je ziotais mes notes pendant que tu parlais. C'est pas mal qu'on avait mis comme mot de la fin, donc j'ai envie de vous lancer la balle à Geneviève et à Mireille pour conclure. Avez-vous un petit mot d'espoir ou comment vous entrevoyez la suite de la culture culinaire québécoise avant qu'on prenne les questions? Bien, je dirais en fait que ce qui est en train de se passer actuellement, puis on parle encore d'autonomie alimentaire, je crois qu'il faut vraiment prendre le temps d'investir dans ces nouvelles technologies-là puis de voir des nouvelles façons de faire les choses. C'est quelque chose que j'entrevois pour le futur puis continuer. Je crois que le côté local va rester présent. On va avoir un engouement envers le local. Puis si je peux rajouter peut-être une petite touche qui est peut-être un peu moins en lien avec l'aliment, bien, en fait, c'est en lien avec le local, mais surtout en lien avec la culture. Je pense qu'on est en train aussi d'avoir une très grande conscience sociale sur le gaspillage alimentaire. Donc, je crois que ça va prendre de plus en plus aussi d'emphase dans le futur. Puis, on va voir de plus en plus d'initiatives par rapport au gaspillage alimentaire. Vous avez une belle association avec Food Hero. Oui, exactement, qui permet justement de vendre à rabais des produits qui viennent près de la date de péremption, qui sont encore tout à fait bons, mais justement au lieu de pouvoir d'avoir à jeter ces produits-là. Puis évidemment, quand on parle de jeter, c'est quand on parle de produits de viande, par exemple, ou des choses comme ça, parce qu'évidemment, les banques alimentaires sont le premier choix de tous les détaillants, mais n'empêche que pour le consommateur, puis en lien aujourd'hui avec aussi toute l'incertitude puis le prix, bien, des produits comme Food Hero, ça devient super intéressant aussi pour le consommateur. Donc, gaspillage alimentaire aussi. Super. Bon, mais le mot de la fin te revient, Geneviève. Bon, OK. On dirait qu'on a parlé de plein de trucs, puis je pense que ce que j'ai goût de faire ressortir, c'est un peu tous les côtés positifs d'avoir pris plus conscience de où venaient nos aliments. Donc, j'espère que ça va durer et que le fait d'être plus conscient de ce qu'on mange, de ce qu'on achète, puis d'apprendre un petit peu plus comment le transformer, le conserver, et quand on le fait, ça nous revient moins cher. J'espère que ça va en fait reconnecter les gens aux produits et aux producteurs. Et un petit mot sur la restauration pour terminer, peut-être pour les 28 prochains jours. On va appeler aux gens à pouvoir commander en ligne dans les restaurants puis de ne pas les oublier. Puis, parce qu'ils font partie de notre culture culinaire. Ça serait très triste de ne plus les avoir. Ils sont très importants dans cette dynamique-là. Tout à fait. Ouais. Ce que j'en retiens, c'est vraiment cette prise de conscience-là. Un sujet qui était plutôt niché, on va se le dire, en début d'année, qui aujourd'hui est rendu quasiment dans tous les bulletins de nouvelles qu'on en parle sur toutes les tribunes. Donc, si la pandémie a amené quelque chose de bien, c'est bien ça. Oui, moi, j'ajouterais juste que ça nous a amené aussi à prendre conscience des gens, de la valeur des gens. Oui. Alors, de l'importance des produits, mais des gens aussi qui sont derrière les produits. Des artisans à l'arrière des produits. Oui. Bon point. Xavier, j'ai envie de te lancer la balle par rapport aux questions. Est-ce qu'il y en a? Oh, c'est pas Xavier. Bonjour. Non, bonjour. En fait, Xavier a eu un problème technique. Donc, je m'excuse, là, je vais prendre la relève. Donc, je vois dans les questions ici dans le chat, au début de la présentation, vous parliez un petit peu là, plus un peu de la culture par rapport à la culture française et tout. La question est, dans les autres provinces canadiennes à majorité anglophone, dont les consommateurs sont nécessairement moins influencés par la culture culinaire française, comment peut-on stimuler le développement de cette culture culinaire et donc l'intérêt pour les produits locaux? Bien, moi, je dirais que c'est pas parce qu'ils mangent différemment qu'ils ne sont pas... attirés vers les produits locaux, ce ne sont pas des consommateurs de produits locaux.
Sur quoi Oui, c'est plus marqué dans certaines provinces? C'est ça. Je donnais l'exemple tantôt vraiment plus en lien avec le plaisir de manger puis de passer du temps à la table. Mais quand on parle de l'intérêt du local, je vous garantis que c'est de coast to coast au Canada, puis que ce soit au niveau des fruits et légumes, mais tout aussi les artisans. On en retrouve dans tous les magasins. Puis c'est vraiment un phénomène qu'on retrouve partout, pas juste au Québec. Merci. Parfait, merci. Je ne vois pas d'autres questions. J'invite tout le monde à poser ses questions à ce moment-là, si vous en avez. Sinon, on va conclure. Donc, merci beaucoup, Guillaume. J'ai une autre question. En épicerie, quel pourcentage plus cher les Québécois sont-ils prêts à payer pour un produit local versus un produit non local? On entend souvent un 5 % mais pas plus. Est-ce vrai? Je dirais que si on regarde les sondages, puis Joanne, tu pourras sûrement renchérir, je dirais que le 5 % est honnêtement un bon range de prix. On est prêt à payer plus cher, mais pas tant plus cher, que ce soit pour un produit local ou un produit biologique. C'est à peu près ça qu'on voit. Moi, je dirais que ça varie selon le segment de marché. En général, c'est à peu près ça, 5 %. Mais ceux qui sont des acheteurs de bio vont accepter de payer jusqu'à 20 % de plus cher parce que ça fait partie des valeurs. Et le consommateur de produits bio, souvent, c'est une question de santé, mais c'est une question d'environnement aussi, de valeur, puis de supporter les petits producteurs. Donc, ça dépend du segment là, de marché, mais en général, on s'entend à peu près ça. Oui. D'ailleurs, on ne l'a pas souligné tantôt quand on parlait, mais l'aspect environnemental de l'achat local est quand même assez gigantesque. Oui. Puis sûrement qu'il va être de plus en plus important aussi pour les milléniums, tes étudiants des HEC. Quand tu vas être capable de payer, qu'ils disent. Exactement, on est compris. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Myriam? Super. Donc, ça faisait le tour. J'ai un commentaire dans le chat là, vous disant un gros merci puis un bravo à tout le monde. C'était le webinaire préféré, son webinaire préféré jusqu'à présent. Donc, je vous remercie, donc Guillaume, et à tout le monde là, pour la conférence très, très, très intéressante. Je vous rappelle à tout le monde qui écoute en ce moment que cette présentation a été enregistrée. Ça va être rediffusé sur notre chaîne YouTube et également sur la plateforme virtuelle. Donc, je vais vous laisser aller. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Je veux juste répéter, encourager vos restaurants locaux à aller chercher des plats emportés dans les 28 prochains jours, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Super, c'est un très bon mot de la fin. Merci à tout le monde, puis bonne visite virtuelle du salon. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.